te laisse l'intro ou tu veux que je la fasse? Je sais pas, non, je te la laisse. Tu es bon en intro, hein. Tu crois que c'est facile, mais c'est pas facile. Moi, je suis pas un mec d'intro. Non, je sais pas, je fais l'intro si tu veux. Vas-y, hein. En plus, ça te touche personnellement. Ça te touche Mmh. personnellement. Aujourd'hui, on a un sujet dont tu es client principal et tu vas pouvoir faire de l'oseille avec. Non, alors ça, c'est pas sûr, mais oui, donc j'ai une Tesla, j'en suis très heureux. Voiture extraordinaire. Et en fait, les essais de robotaxi ont commencé c'était quoi, hier ou bien c'est ça? Avant-hier, ouais. Enfin, il y Avant-hier? a 2-3 jours. Donc en fait, peut-être pour expliquer, les voitures électriques Tesla, elles ont en fait toute une partie logicielle très avancée, dont un module qui s'appelle FSD, qui permet à la voiture de conduire toute seule. Full self-driving. Yep. Et du coup, ça fait des années en fait que Elon Musk Tesla promettent qu'en fait ça va réellement arriver. Depuis 2016. Voilà, et ils ont développé une voiture qui ressemble à la Tesla 3, qui s'appelle Robotaxi, avec des portes qui est en élytre, donc qui se lèvent verticalement et où il y a, je crois, 2 places, sauf erreur. Et donc, il s'agit d'une Tesla assez normale, mais dédiée à la chose, qui vient te chercher et qui t'emmène là où tu le souhaites, comme un Uber, comme un taxi, comme un Lyft, comme un Waymo. Donc là, en fait, il s'agit d'une grosse révolution parce que le jour, en fait, où les véhicules sont capables de se conduire tout seuls, ça change complètement, en fait, la notion de propriété d'une voiture. Et ça va évidemment supprimer tous les emplois de chauffeurs, en fait. Enfin, Une bonne presque tous. partie. Une bonne partie. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé, ça, c'est super intéressant, en fait. C'est parce que, en gros, bah, comme tu dis, ils ont lancé ce week-end. Ils étaient Mhm. encore obligés d'avoir un moniteur, donc un gars à côté, siège passager pour s'il y avait un problème. Mhm. Ça, c'est obligatoire. Et puis, ils ont lancé en bêta testing. Donc, il n'y avait que des influenceurs, des investisseurs. C'est là où c'est un petit peu, on pourrait dire, truqué, enfin, ce que j'ai pu lire comme commentaire, parce que tu n'as pas vraiment des gens critiques, donc, vu que c'est des gens qui sont proches de Tesla. Oui, mais alors bien sûr, mais d'un autre côté, si tu veux, il y a plusieurs choses. Déjà, Elon Musk, il l'a déjà fait avec les fusées, hein. Il a C'est clair. considérablement réduit le prix du lancement d'un kilo en orbite ou d'un satellite. Il a monté un telco mondial par réseau satellitaire qui s'appelle Starlink en réduisant le prix des lancements. Donc bon, on peut s'imaginer que s'il arrive à réduire le prix pour aller dans l'espace, il va s'en sortir avec des voitures qui conduisent toutes seules. Ce qu'il y a de différent, c'est que techniquement, il y a Waymo en fait qui est déjà en fonction, hein, à San Francisco et dans d'autres villes aux États-Unis, où De en fait, Google. ils ont des gros capteurs sur le toit, etc., avec des lidars, mais là, il a simplement une autre approche technique parce qu'il fait comme un humain, en fait, il regarde, il y a des caméras. Ce qui fait qu'en fait, à terme, le prix de revient sera beaucoup plus faible. Et moi, alors, est-ce que dans 10 jours, tout va être parfait, etc., etc. Certainement pas. Mais à terme, c'est évident que son modèle il va fonctionner. Il fabrique les robots taxis lui-même. Ça fait qu'en fait, il n'a pas besoin de faire une marge là-dessus. Et en fait, il monétise le software En fait, il a fabriqué un robot qui conduit, et c'est ça le modèle. C'est-à-dire que tu vas payer l'amortissement de la voiture, les pneus, les plaquettes de frein, l'électricité, et une licence sur ce ce chauffeur digital. Mais à l'évidence, ça va être beaucoup moins cher qu'un humain parce qu'il n'y a pas besoin de lui faire manger et que plus on fait de kilomètres, meilleur il est. Donc, c'est sûr qu'à terme, c'est cuit. Ce sera en fonction de l'adaptation à la loi entre, je ne sais pas, quelques mois et quelques années. Mais c'est évident que si tu es chauffeur, tu n'as plus de job. Mais c'est pas plus mal parce que justement, enfin, comme il l'a expliqué, donc déjà le prix, c'est un flat fee. Mhm, Comparé aux courses de Waymo avec Google, c'est à peu près $20. Et lui, il est mhm, à 4,20 $. mhm. Et il est un peu taquin, donc de ce que j'ai pu lire, le 420, donc le 420, c'est un clin d'œil à la culture du cannabis, tu Mhm. sais.
Donc, Mais ça, je ne sais pas. Explique-moi. Mais pourquoi? Je parce sais que pas d'où vient ça. enfin, la culture de cannabis, je crois que dans les années 70 ou 80, tu avais un groupe de jeunes qui se retrouvaient tous les jours à 4h20, donc Ok. 4:20 p.m. Yeah. Et puis, donc, il fumait des joints, et puis lui, apparemment, il est là-dedans. Donc, c'est un clin Ok. d'œil. Donc, il a mis le prix. Il aurait mis le prix par rapport à ça. Donc, c'est un peu à cause de, enfin, pour mettre, ouais, faire un clin d'œil à ça. D'accord. Et puis, ce qui est intéressant, bah, c'est ce que tu dis, c'est que donc lui, il a dit, on aura notre propre flotte, mais toi qui as une Tesla, tu peux. Ils ont développé une app, hein. Donc c'est là Mhm. où ils sont très bons, la partie hardware et la partie software. Donc ils ont développé une app. Et puis Mhm. toi, si tu veux, je sais pas, la nuit quand tu dors, tu peux mettre ton Ah. véhicule dans la fleet en Mais en un bouton. Et puis tu peux générer des revenus, ou je sais pas, tu vas au resto pendant 3 heures, ou tu vas au bureau la journée. Je sais pas si tu bosses à la Défense ou au quartier des Banques à Genève, ben, au lieu de la laisser dormir au parking, tu Mhm. génères des revenus comme ça. Donc, je pense même Sûr. les chauffeurs de VTC, tu gagneras moins évidemment, mais ça peut être intéressant. Ah non, mais c'est évident. Si tu veux, d'ici quelques années, le job de chauffeur a disparu. C'est Ouais. comme ça. C'est ça que ça nous dit. Mais Waymo nous l'indiquait déjà. Maintenant, c'est la question du rollout, mais c'est sûr et certain que cette profession, en fait, a disparu. C'est ainsi. Il faut en prendre acte. Ça ne va pas se faire dans les 2 semaines qui viennent, mais à moins d'être à 6 mois de la retraite, il faut chercher autre chose. Même chose pour les camions, hein. Ça ne va pas être différent. Euh, je dirais d'autre part, le fait de mettre sa voiture à disposition, ça va certainement aussi dégonfler tout l'aspect émotionnel des voitures, typiquement pour des marques comme Porsche, BMW, Mercedes, où en fait il y a un attachement émotionnel au véhicule automobile. D'accord? À partir du moment où tu peux louer ton véhicule à quelqu'un et faire des petits sous pendant la journée ou pendant la nuit, ton attachement sentimental il diminue un petit peu. Autrement dit, d'avoir une BMW M3 avec un pack carbone, dans ce monde où tu peux partager ton véhicule, ça n'a plus aucun sens. Ouais, surtout que tu ne génères pas de revenus, quoi. Et puis surtout C'est ça, que, si tu veux, l'intérêt d'avoir un 6 cylindres qui fait 400 ou 500 chevaux, c'est pas de le faire conduire par un robot. Donc, ça veut dire que ça va enlever tout cet aspect. Pourquoi les gens payent si cher pour une voiture? C'est parce qu'ils sont attachés émotionnellement, veulent quelque chose de bien sûr confortable, mais c'est pas toujours très rationnel. D'avoir 500 ou 600 chevaux, c'est pas forcément non plus très utile. Il y a vraiment tout l'aspect de l'image et de la marque. Et ça, dans un monde où c'est comme un bus, si tu veux, mais un bus qui vient te chercher toi. En fait, c'est ça qu'il faut voir. Sur une ligne dédiée et custom, ben, c'est un autre monde. C'est simplement une nécessité d'avoir un chauffeur qui disparaît petit à petit. Mais bien entendu, suivant les géographies, les cadres légaux, on va essayer d'accélérer ou de ralentir la chose. Moi, je pense qu'il faut complètement embrasser cette vague technologique et aider les gens qui doivent faire une reconversion professionnelle. Si tu es chauffeur Uber ou chauffeur de taxi ou chauffeur poids lourd et puis que tu as plus de job, ben, il faut aider ces gens à se reconvertir, à faire autre chose. Il faut les soutenir dans cette transition, mais il ne faut pas essayer de prolonger en fait cette profession qui, ma foi, a disparu. Et si ça se trouve, ça fera moins de morts sur les routes. Mais est-ce que tu ne penses pas justement que ils vont pouvoir se démerder davantage s'ils prennent une Tesla, bah, au lieu de bosser 8 heures ou 12 heures par jour, ils Non, font tourner leur voiture non, et ils vont être payés. non, parce que tu vas avoir une Tesla sans chauffeur qui vient te chercher. Du coup, c'est inévitablement moins cher. Oui, donc c'est ça, en fait, le revenu, il sera moindre, mais la voiture, elle peut tourner 24 heures sur 24. Mais ça, Tu vois, pour un chauffeur ouais, VTC, peut-être ouais, qu'il va ouais. continuer à réussir à gagner sa vie. Non, parce que en fait, on va faire une analogie, par exemple, avec l'envoi du courrier postal versus l'envoi d'un courriel email. Le coût d'un envoi postal, je ne sais pas, il faut compter la lettre, l'impression, l'enveloppe, le timbre. Allez, on va être entre la personne qui rédige la lettre, qui l'amène à la poste, etc. On va dire qu'on est entre 2 et 5 euros, suivant comment on compte, suivant la taille de l'entreprise et l'effort qui est mis dans la lettre. Hein. Mais on va dire l'ordre de grandeur, c'est 2-3 euros. Ouais, Un email, ça coûte 0. ouais, c'est D'accord? vrai.
allez, 0,1 cent, je ne sais pas, c'est vraiment, c'est à peine calculable. Donc, ça n'utilise pas de papier, ça n'a pas de masse, c'est quelques électrons qui se baladent. Donc, c'est vraiment complètement négligeable en comparaison d'une lettre. Alors, évidemment, par exemple, si on reçoit toujours des lettres. Par exemple, si quelqu'un passe des examens puis qu'il va recevoir un diplôme, j'imagine qu'il va le recevoir par la poste, il va recevoir un courrier, mais c'est de moins en moins fréquent. Et dans le digital, il y a beaucoup moins de friction, c'est beaucoup moins cher. Voilà, tout le monde y va, c'est clair. Et en fait, le coût du chauffeur humain, en fait, ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'il y aura quelques occasions. Par exemple, je ne sais pas, tu te maries, tu vas peut-être vouloir que quelqu'un conduise une voiture décapotable et vous emmène de la mairie au restaurant. Parce que c'est plus sympa, c'est une voiture ancienne, c'est un peu la fête. Donc, c'est un événement un peu à la manière de la réception d'un diplôme. Mais quand tu es à Paris et que tu dois aller d'un rendez-vous à l'autre et qu'il pleut et qu'on est au mois de novembre, le romantisme du transport, il est assez limité. Soit tu as une bouche de métro à proximité et tu sautes dedans et tu t'engouffres dans le métro qui est fantastique, l'invention du siècle. Soit si tu en as la possibilité, parce que tu peux voir sur l'application que dans 2 minutes, tu as un robot taxi qui arrive, bah, tu montes dedans, ça te dépose devant la porte et la vie est belle. À 3,85 en plus. Oui, et puis ça, à un coût marginal qui sera le prix de revient plus une marge petite. D'accord? Donc, s'il veut, c'est absolument évident qu'en fait, si l'humain, à savoir le chauffeur dans ce cas, n'amène pas une plus-value, il n'y a aucune raison de payer en plus sa présence. Un humain, il faut qu'il mange, il faut qu'il fasse des pauses, il faut qu'il dorme. C'est beaucoup plus coûteux à entretenir qu'un logiciel FSD qui va être déployé et répliqué à coût marginal nul dans une infinité de robotaxis. Donc, c'est même pas la peine de songer à lutter. Là, ce qui va rester, c'est transport en limousine pour les mariages. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je sais pas, les présidents de la République, les ministres, enfin, voilà, des gens. Mais c'est un usage. Ça va être comme le cheval aujourd'hui, l'équitation. Bah, pour jouer au polo, il faut 5 chevaux, paraît-il. Hein, moi, j'en ai jamais fait. Mais si tu as besoin pour faire un match de polo d'avoir 5 chevaux, je veux dire, il te faut 5 Range Rover pour les transporter avec une caravane, il faut des écuyers qui s'occupent de tes chevaux, j'entends, c'est tout à fait intense. D'accord? Donc, il y a toujours des gens qui sont écuyers, maréchal ferrant, etc. Ça existe, ça n'a pas complètement disparu, mais il y a très peu d'occasions où se déplacer en cheval est mieux que, enfin, est plus intéressant que de se déplacer en voiture. Et là, en fait, la notion de chauffeur humain dans une voiture va complètement disparaître pour des questions de sécurité, de coût et de création de valeur. C'est simplement quelque chose qui disparaît. C'est comme ça, c'est la technologie. Ou si on veut, pour donner un petit peu d'espoir aux chauffeurs VTC, peut-être que vous pouvez créer votre flotte vous-même en prenant 4-5 véhicules Tesla puis en faisant les faisant tourner 24 heures sur 24. Là, vous allez vous faire de l'argent. J'y crois pas parce que si tu veux, Tesla va pas laisser faire. En fait, eux, ils Non, mais il a annoncé. Oui, il a annoncé que ça sera un modèle entre le Uber et entre le Airbnb. Ouais. Donc, eux, ils vont prendre une cote dessus et c'est l'avantage qu'eux, ils génèrent de l'argent même avec ton véhicule. Non, mais il l'a dit clairement. Il parle de ça, Musk. Mais si tu es chauffeur Uber à Paris aujourd'hui, en fait, tu t'achètes une voiture et puis en fait, ce que tu gagnes des sous parce qu'en fait, tu vas passer plus d'heures par semaine dans ton taxi. D'accord? Donc, si tu travailles 8 heures par jour, ben, tu gagnes comme ça. Si tu travailles 16 heures par jour, tu gagnes à peu près le double. Maintenant… tu peux faire 24 sur 24. Ouais. Si elle tourne toute seule, la voiture. Imagine, tu en as 3 ou 4. Ouais, mais la différence, c'est qu'en fait, ça, c'est une question de CAPEX. Voilà. Quand tu es chauffeur Uber, en fait, tu t'arranges pour avoir un véhicule, tu travailles beaucoup, tu gagnes des sous, tu peux renouveler ton véhicule, mais tu n'en achètes qu'un. Quand tu achètes des fleets de robots taxi ou de Tesla, il y a un fonds d'investissement qui va dire, bon, ben voilà, à Paris, il faut 10 000 taxis, 10 000 taxis fois 30 000 $, boum, on fait la commande et on prend le marché. Et c'est terminé. Ah, ça, c'est possible, ça. Ouais. Voilà, parce que c'est un problème d'utiliser l'argent comme moyen de rendre un business possible. Donc, si tu veux, c'est absolument clair que quelqu'un va y penser. Et je ne pense pas que le chauffeur Uber typique soit quelqu'un qui ait tellement de cash à la banque que la première idée qu'il a, c'est de mettre 100 000 € pour acheter 3 voitures. Ça peut être une piste. On les guide, on leur donne un peu d'espoir quand même. Ok, ben, je pense que pour être
pour être dans une relation d'amitié avec ces gens-là. Ça va pas disparaître. Moi, j'en connais beaucoup, hein, en Ok. parenthèse, à Genève. Ça ne va pas disparaître dans les 6 à 12 mois qui viennent, mais dès aujourd'hui, vous devez vous mettre en piste pour trouver une source de revenus alternative. Il n'y a pas de discussion. D'accord, je ne crois pas une seconde qu'ils vont s'en sortir en fait en louant des Tesla à autrui, parce que ça voudrait dire qu'en fait, ils font travailler leur argent et qu'ils arrivent à en sortir un rendement qui est plus important que dans d'autres fonds d'investissement. J'y crois pas une seconde. Et d'autre part, à la minute où Musk il décidera qu'en fait ce business lui appartient, il montera le prix de l'abonnement du FSD et puis t'es cuit. Ah, ça, Quand tu fais un truc comme ça, c'est pas que tu donnes de la marge au chauffeur. En fait, tu fais travailler le capital. Et à Genève, je ne sais pas combien il y a de taxis à Genève, mais mettons peut-être 200. D'accord? Ou combien? Combien il y a de taxis à Genève? Attends. On fait des recherches. Attends, moi, je demande à Gemini. Nombre de taxis à Genève. Ah bah, il pense dur, hein. C'est pas une question facile, ça. Alors, on cherche. je te dis, Genève dispose de 1100. 1120. Ouais. Voilà, allez, 1000. On fait 1120. simple, hein. On fait simple, on dit 1000. Et puis VTC, tu as à peu près 30 000, ça fait 30 millions. Donc, en fait, si un fonds à 30 millions, il mange le marché des taxis à Genève. Ça, c'est si Musk est d'accord. Mais pourquoi il ne serait pas d'accord? Parce qu'il peut peut-être vouloir le faire lui-même, ou justement laisser un petit peu les gens gratter quelque chose. Parce que tu penses qu'en fait, c'est non, mais redis-le une fois à haute voix, puis tu te demandes si c'est raisonnable. Non, mais est-ce que lui, il a vraiment besoin d'autant d'argent? Tu vois? Ben, il aurait pu s'arrêter il y a longtemps, quand tu es l'homme le plus riche du monde. Ce n'est pas une question à mon avis, il s'en fiche. Il n'y a pas de plafond. Parce qu'il aurait pu même monter à 12 $ la course, vu qu'en moyenne, c'est 21 $. Là, il a mis 4,20. Ouais, mais il a mis 4,20 pour l'analogie que je faisais, c'était le courrier papier, le courriel. Il l'a mis en fait tu sais, il fait ce first principle thinking. En fait, tu réfléchis en fait à quel est le vrai. Quand tu fais un pricing, tu as deux manières de le faire. Tu peux partir du haut, tu dis ben, aujourd'hui, une course en taxi de, je ne sais pas, 5 km, ça coûte 20 €. Je ne sais pas si les prix sont justes, mais voilà. Donc, tu payes le chauffeur, tu payes les assurances, les pneus, l'essence, etc., etc. Les temps de repos, et ces prix sont tout à fait raisonnables compte tenu des coûts qu'encourent les chauffeurs de taxi ou les gens de Uber. Moi, j'aime beaucoup les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de Uber. Ils sont en général hyper sympas. J'en prends souvent à Lyon. Les mecs sont top. Vraiment, j'adore discuter avec eux. Mais la vérité, c'est qu'en fait, si je peux payer 5 fois moins cher en ayant une voiture automatique qui est sûre, rien contre eux, mais c'est sûr que tout le monde va faire ça. D'accord? Et du coup, quand il dit en moyenne 4,2 $ par course, c'est que c'est ça que ça va coûter. Donc, il n'y a pas de place pour un humain, c'est sûr et certain. Donc, ben voilà, c'est la vie, quoi. Il n'y a pas grand-chose à payer, l'électricité, les pneus, les plaquettes de frein. Donc, toi, bottom line, tu le vois juste comme un complément, quoi. Tu as ton travail, tu as déjà ton salaire et puis tu loues de temps en temps ta Tesla ça va pour te réduire faire un 300, 400 balles par mois ou un truc comme ça, quoi. Ouais, puis je ne pense pas que ce sera dans ces eaux-là, parce que si tu veux, déjà, il y aura beaucoup de Tesla disponibles, il y aura des robots taxis tout court, il y aura des Waymo. Il ne faut pas croire qu'ils vont ne rien faire. Donc, s'il y a une offre qui est bien plus grande que la demande, les prix vont s'effondrer. Donc, je ne suis pas du tout certain qu'il y aura de la demande pour toutes les voitures électriques disponibles. Parce que si vous voulez, faut se projeter un tout petit peu. On va dire que dans 10 ans, en fait, toutes les voitures électriques sont capables de se conduire toutes seules. Ça fait beaucoup de voitures. On en aura en fait beaucoup trop. Tu veux mettre l'accent un peu sur les autres concessionnaires, enfin les autres marques type Renault, Volvo, machin, ou si on rentre dans un marché comme ça, pour eux, ça va être chaud, quoi. Ah bah c'est fini, hein. Parce que je mets l'accent dessus, même si eux, ils ont un peu une partie de software et une partie Android. Ouais. On l'a vu avec Apple qui ont fait je ne sais pas combien d'années de R&D et qui ont abandonné. Ouais,
Non, mais si tu veux, je pense qu'ils ont aucune chance. Pour deux raisons. Il y a le premier argument que j'évoquais avant. Par exemple, je trouve que la Renault 5 électrique, moi, elle fait battre mon cœur. Si tu veux, je la trouve à la fois belle, sexy. Enfin, j'adore cette caisse. Vraiment, je la trouve mais magnifique. Quel modèle tu dis? La Renault 5 électrique, R5 électrique, je la trouve mais trop belle. R5 électrique, trop belle. Tu nous la montres, tu nous fais Ouais, un partage d'écran? mais j'appelle la régie une petite seconde. Une petite seconde. Je suis avec Jocelyne en régie. Voilà. Ouais, pas mal. Elle est magnifique. Autoproclamée voiture de l'année 2025. Non, mais je la trouve mais trop belle. Elle est toute chou. Je suis sûr que je ne l'ai pas conduite, mais ça doit être une bombinette à conduire, hyper agréable, magnifique. J'adore cette caisse, vraiment. Ça me crée une émotion. D'accord? Je ne sais pas combien elle coûte, ça doit coûter dans les 30 000 €, un truc comme ça. Tu arrives à nous faire un parallèle avec le Cybercab, sans les roues, sans les pédales de Tesla? C'est-à-dire? Juste nous montrer la photo là, l'image du le- Cybercab. Parce qu'en gros, c'est ce qui va Hein? prendre la place plus tard, une fois qu'ils auront les autorisations, l'Office des transports, je sais plus comment ça s'appelle aux États-Unis. Normalement, ça devrait être le Cybercab, où Hein? tu n'as ni volant, ni pédale. Donc, Mais bien sûr. je pense que la R5, elle est sympa, mais en termes de design et tout, le Cybercab, c'est. Ouais, c'est pas mal aussi, mais c'est un autre délire. Voilà. C'est un autre délire. C'est le autre chose. futur. C'est autre chose. Mais si tu veux, les gens vont pas prendre quand tu prends un Uber. C'est ouf, à part ça, sans volant et sans pédale. Ouais, mais ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'humain pour Ouais, conduire. 100%. Sur un cheval, tu n'as pas non plus de volant et de pédale, hein, que je sache. Enfin, moi, je parle tout le temps du cheval comme si j'en fais. Non, j'en ai fait une fois dans ma vie. J'ai encore peur de c'est un moment d'effroi pour moi. Voilà, donc c'est une automobile qui se conduit toute seule. Et en fait, ça pourrait être appliqué au Tesla, c'est pas la question, mais le grand truc, si tu veux, maintenant je reviens à cette Renault pour bien illustrer la différence. En fait, là, on est dans le domaine de l'émotion. On est dans le domaine de la propriété parce qu'en fait, c'est ma Renault. Hein, puis je peux d'ailleurs choisir la couleur. On la veut verte, on la veut bleue, on la veut blanche ou alors on la veut noire. Et en fait, quand on est dans une relation comme ça, un objet qu'on possède, les gens posséderont certainement encore des véhicules pendant bien quelques années, mais ça va totalement en fait changer les critères de design et d'achat des véhicules. Parce que quand tu achètes un véhicule que tu vas utiliser toi uniquement, c'est un petit peu comme une chemise, une paire de lunettes ou un ordinateur. C'est un objet personnel, d'accord? Quand c'est un robot taxi, ben c'est un robot taxi. Il peut être vert, il peut être jaune, il peut être bruyant ou pas bruyant. En fait, tu t'en fiches. Moi, quand je commande un Uber, je me dis pas, oui, je voudrais, je sais pas, un véhicule particulier. Je m'en fiche. Moi, je prends toujours le plus proche et le moins cher. D'accord? Puis de temps en temps, je prends un plus cher quand le moins cher, il est trop distant ou que, tu vois, c'est comme ça. Mais pour faire une course de 10 minutes dans une ville, je me fiche éperdument de savoir si la voiture me plaît. Je rentre dedans, je sors, je ne vois même pas de quoi il s'agit. Alors, c'est vrai que dans les Uber, moi, je discute toujours avec le chauffeur pour savoir s'il est content et tout ça, parce que je trouve sympa, c'est un être humain, ça me fait plaisir de discuter avec lui, mais c'est pas pour ça, en fait, que je le commande. Je commande parce que je veux me déplacer d'un point A à un point B. Donc, je pense qu'il y a une immense partie de la marge dans l'automobile qui est liée à l'émotion, en fait, qu'elle génère parce que tu possèdes cet objet. C'est la même chose pour un sac à main de haut de gamme. Un sac à main Louis Vuitton, si tu pouvais le louer pour une soirée, ce ne serait pas du tout le même rapport à l'objet. Donc là, on va probablement en partie à 10-15 ans sortir de la propriété privée. Et de plus en plus, si le système est fiable et il y a assez de voitures disponibles, je ne vois pas pourquoi je m'enquiquinerais à posséder une Tesla. Je vais simplement en commander une quand j'en ai besoin.
Est-ce que cette photo, en te paraphrasant, en utilisant ton expression, est-ce que c'est une voiture du vieux monde, ça? Ben, oui, elle est à mi-chemin. C'est une voiture qui représente en fait l'émotion de posséder un objet, parce que la mobilité, c'est une grande victoire de l'humanité. C'est-à-dire, pendant des temps et des temps, on s'est déplacé à pied ou à cheval. Ça fait qu'on ne couvrait pas des distances formidables. Enfin, j'entends un cheval. Moi, de nouveau, je parle comme si j'étais un spécialiste des équidés, mais pas du tout. Mais j'imagine que tu vas moins vite et moins loin qu'avec une voiture. On a inventé le train, l'avion, etc. Mais la mobilité personnelle, en fait, elle est complètement réinventée par la technologie. Et d'ailleurs, la voiture, c'est une invention technologique. C'est pas une espèce de cadeau des dieux comme ça qui nous est tombé dessus un bon matin. On a fait ça. Et ce qui se passe avec un véhicule de ce type-là, c'est qu'une fois qu'il est partagé et que c'est un service que tu achètes au besoin, d'accord, je ne vois pas l'intérêt en fait d'avoir des marques émotionnelles et de choisir un véhicule. Tu auras peut-être une indication du nombre de places. Tu vois, tu diras, ouais, on est trop. Bon, ben voilà, il te faut un véhicule qui est au moins 3 places. Mais au-delà de ça, je ne vois pas trop. Je pense qu'on peut tout à fait anticiper aussi qu'il y aura des questions de sécurité. C'est-à-dire qu'on va commencer à se plaindre des humains roulant sur la route. Parce que si d'aventure, ils deviennent moins fiables, ce qui est quand même assez probable, d'une part parce qu'ils boivent des coups, parce qu'ils vont vite, etc. Conduire, ça va devenir un plaisir de plus en plus rare et de plus en plus sur circuit fermé. Et comme avant, d'ailleurs, Sagan, elle écrivait très bien que rien ne valait l'ivresse à grande vitesse. Conduire des décapotables en ayant un verre dans le nez à très haute vitesse sur l'autoroute, qui aurait l'idée aujourd'hui de dire qu'en fait, c'est une bonne manière d'occuper son samedi? Personne. C'est complètement passé de mode. Mais je pense que conduire tout court, ça va suivre le même chemin. On trouvera ça complètement anachronique. Tu sais, ça me fait penser à ce que tu dis, parce qu'il y a plein de gens qui vont nous dire oui, mais en termes de sécurité. À Genève, il y a quelques mois en arrière, il y a une personne âgée qui avait pris son véhicule et puis je pense qu'elle était, voilà, elle a fait un peu n'importe quoi. Et du coup, elle est rentrée dans un centre sportif, elle a explosé la barrière, elle a réussi à rentrer jusque dans le bâtiment. Elle est décédée. Mais non, quelle Ouais, horreur. elle est décédée. Et puis, La le pauvre. problème, c'est que tu avais des enfants qui étaient à l'intérieur. Ils étaient sortis de la salle de basket pour boire. Et je crois que tu en as 2 ou 3 qui se sont fait amputer de la jambe. Oh, les pauvres. On pense bien à eux. Tu vois, et donc, je me dis, l'IA et puis les voitures autonomes, c'est quand même plus sûr que quelqu'un qui est plus en capacité de conduire. Et puis, elle serait forcément arrêtée, tu vois. Avec l'IA, l'équipement, maintenant, il n'y a plus de lidar, il n'y a plus ces capteurs, comme tu dis, sur les Tesla, ils ont décidé de l'enlever, tandis que Waymo, ils continuent avec Google. Mais tu as plus d'accidents, je pense, qui seraient liés aux humains que liés à l'intelligence artificielle. Ah non, mais c'est sûr et certain. La question, c'est quand? C'est pour ça que je disais que socialement, s'il veut, socialement, Sagan, elle faisait l'apologie de la vitesse. Maintenant, plus personne ferait ça. Parce qu'on trouve ça complètement anachronique. Et je pense que on est dans ce moment-là où, en fait, on va vivre, nous, la fin de la conduite automobile humaine, si tu veux. C'est sûr. Et en fait, simplement parce qu'il y aura moins de morts sur les routes. Il n'y en aura pas zéro. Parce qu'aucun système n'est parfait, que ça fait beaucoup de véhicules, etc., etc. Mais toute la fierté, c'est le prestige social lié au fait de bien conduire. Voilà, moi, ce que je veux surtout, c'est ne pas mourir. Tu vois, si tu te rends au travail en voiture, peut-être que l'essentiel, ça va fluidifier les choses. Pour moi, c'est clair et net que ça va s'imposer. Ce sera très certainement plus sûr parce qu'en fait, il faut imaginer je suis d'accord avec qu'aujourd'hui, toi, je 100%. ne sais pas sur la combien il y a de sécurité. conducteurs sur Terre, mais disons, on va dire quelques centaines de millions, je sais pas, 1 milliard, ça fait beaucoup de gens. Si en fait, tu as quelques systèmes apprenants qui font tous ces kilomètres, c'est comme si on avait un chauffeur qui avait des millions d'années d'expérience de conduite. Et puis, ils auront beaucoup moins de problèmes de vue comme nous autres, etc. Moi, je suis quand même je suis pas du tout pour blâmer les personnes âgées en disant mais non, ils doivent plus conduire, etc. En fait, quand on vit en société, voilà, il y a des bébés, il y a des personnes âgées, il y a des gens qui ont du mal. Il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et ma foi,
collectivement, on accepte ce risque nécessaire que de temps en temps, parce que ça peut arriver à des gens plus jeunes qui font un arrêt cardiaque et qui se prennent une salle de gym, parce que c'est moins probable, mais c'est tout à fait possible. Donc, en fait, le fait de permettre la circulation des véhicules, ça engendre un risque. D'ailleurs, au départ, en Suisse, les citoyens, notamment, je crois, dans les Grisons, ils ne voulaient pas des voitures sur les routes. Hein. Ils disaient c'est pour les piétons. C'était pas d'accord. C'est une idée qu'on s'est mis dans la tête, hein, cette primauté de la voiture, mais ce n'est pas du tout une idée évidente. Et puis, en fait, ça rend tellement service, parce que c'est la liberté de se déplacer. Et maintenant, alors, un autre commentaire qu'on peut faire, c'est que si tu te mets à construire des voitures pour en faire un service, ça veut dire que tu veux déplacer les gens d'un point A à un point B, qu'est-ce qui restera comme critère? La longévité, la réparabilité et la sécurité des passagers. Donc, on va sortir en fait de ce truc marketing, ce qui fait que ce sera certainement beaucoup moins dispendieux et beaucoup moins gourmand en matériaux, en énergie. Ça fait que ce sera économiquement… Et c'est ça les 4,20 $. Avec ce spin-là, en fait, c'est vers ce genre de chiffre qu'on arrivera. Et je ne sais pas ce que tu en penses. En novembre 2021, tu as le Conseil fédéral qui a approuvé un amendement de l'article 8 de la Convention de Vienne. Ça veut dire que ça permet désormais de prendre la prise en charge de la conduite automatisée. En France, il y a une loi qui s'appelle la loi Batander de 85 pour savoir qui est responsable. Mais en Suisse, potentiellement, on pourrait voir ces véhicules assez rapidement sur les routes, je pense, d'ici 5 ans. Aux États-Unis, ils annoncent 2026-2027 pour Tesla. Ouais. Je pense que ça ira plus vite parce que si tu veux, le progrès de ces systèmes, les progrès de ces systèmes sont non linéaires. Et plus vite, tu dis en Suisse? Ouais, je pense que ça ne prendra pas 5 ans. Le truc, c'est qu'en fait, plus tu as de véhicules qui font des vidéos, des Waymo, des Tesla et d'autres systèmes, Lyft aussi, d'ailleurs, ils ont un truc comme ça, plus vite ça ira. Par contre, j'avais entendu une interview, mais je ne sais plus de qui, un Américain qui disait que un des premiers investisseurs dans Uber, qui disait que probablement que Tesla allait faire un team-up avec Uber. Parce que Uber, ils ont le lien avec le client. Ils font Uber Eats, ils font Uber tout court pour le déplacement. Donc, ils ont déjà une application avec des zillions de gens inscrits. D'accord? Et c'est tout à fait… je ne sais pas, mais peut-être qu'ils feront un deal et puis qu'Uber dira très bien, Tesla, on prend votre techno. Tu vois, on ne va pas la développer nous-mêmes, mais on vous prend ça parce que nous, on a le client. Techno dans quel sens? Dans le sens où les robots taxis, c'est une technologie. C'est pas facile à faire, monsieur. Il faut fabriquer une bagnole, lui mettre des roues, un moteur. Il faut avoir des caméras, il faut avoir un système d'autopilote et un système de commande pour leur dire où aller et quand revenir. Voilà. Mais en fait, Uber, ils ont déjà la partie, le client final a installé l'application, il connaît la marque. Le mieux du point de vue du client, c'est demain matin, en fait, tu as Uber, tu vas dans Uber, tu dis je veux un déplacement, et puis que ce soit une voiture avec ou sans chauffeur, il y a une voiture qui vient et qui te déplace. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y aura plus de chauffeur, parce qu'avec chauffeur, c'est forcément plus cher. Si pour 25 km, attends, c'est combien? Si on regarde, c'est donc les 4,20 $ à un prix moyen estimé, ça c'est le prix de revient, un peu comme les emails versus la lettre postale, c'est 0,12 $ par kilomètre, donc 10 centimes par kilomètre, enfin 12 centimes par kilomètre, ça veut dire que 4,20 $, c'est 35 km de course, c'est quand même pas négligeable. Il n'y a aucune chance de payer un humain dans ce tarif. D'accord? Donc, toi, tu vas faire comment? Tu es un mec hyper de gauche, ça on en a parlé. Mais est-ce que tu vas prendre un Uber avec chauffeur humain, moins sûr, pour 4 fois le prix? Non, tu as tout le monde qui est price sensitive, c'est sûr. Il y a zéro chance. Ça, c'est sûr, quoi. Zéro chance. Donc, ça veut dire qu'en fait, à terme, cette profession, elle va réellement disparaître. Elle va peut-être pas disparaître, par exemple, pour livrer de la nourriture. Parce qu'il faut passer derrière la maison, il faut y aller en scooter, il faut attendre à un endroit particulier. Comme vous en parliez, le last mile. Mais je ne suis même pas certain. Hein. Ça, c'est une conjecture. Je conjecture. Simplement, les drivers, les conducteurs, les chauffeurs,
ils vont être beaucoup plus nombreux que les opportunités pour chauffer. Ouais. Tu vois, les ambulances, je pense que ça prendra plus de temps parce que, évidemment, que si tu vas chercher quelqu'un en ambulance, c'est un petit peu un truc particulier qu'on n'a pas vu souvent. Les pompiers, la même chose, la police, tout ça, ok, tu vois, mais ça, ce sont des cas en termes de nombre de ratio de conducteurs. Ça, c'est des cas un peu exceptionnels. Donc, voilà. Ouais, même les ambulances, au lieu de conduire, tu peux t'occuper du patient, tu peux faire plus de choses, quoi. Ah, ça va Tu diminuer. vois? Ouais. Ouais, mais si tu veux, les ambulances, on peut s'imaginer qu'il faut qu'elles se déplacent d'1 mètre parce que tu dois chercher, tu vois, tu es dans un cas un peu particulier. Donc là, ce sera nécessairement plus lent. La police, bah, de toute façon, il y a des policiers dans la voiture. Donc, c'est pas que le chauffeur, il fait que de chauffer. Le chauffeur, il est aussi policier, en l'occurrence, tu vois. Et il peut placer la voiture pour protéger lors d'un accident ou que sais-je, tu vois. Ouais, puis passer au feu rouge quand Voilà, c'est donc ça, nécessaire et ce tout. serait évidemment plus loin. Mais la profession du policier, c'est pas conducteur. Non. Mais ils font pas Uber. Ce sont des gens qui sont là pour faire respecter la loi, etc. Les pompiers, la même chose. Ils viennent, ils te sauvent la mise. Donc, ces gens conduisent aussi de temps en temps une voiture ou un camion, mais ce n'est pas le raison d'être. C'est pour ça que je disais, le métier de chauffeur, à mon avis, c'est vraiment cuit. Il faut vraiment se mettre en mouvement. Après, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus, même si tu nous as un petit peu spoilé, mais en France et en Suisse, on l'a vu contre Uber et tout, les syndicats de VTC, ils sont quand même pas mal puissants. Donc, Aucune chance. développe alors. Tu penses que les gens, ils vont laisser, typiquement, comme tu dis, les gouvernements de gauche ou droite, ils vont laisser des centaines de milliers de personnes sans emploi? Ce n'est pas la question de gauche ou de droite. Est-ce que la Poste a réussi à empêcher l'email? Non. Voilà. C'est réglé. C'est réglé. Si vraiment c'est comme ça, Mais ça c'est va être certain. chaud. Ça va être un bain de sang. Non. Il faut alors une Bah, bonne tu fais quoi tous ces milliers de. Compte à Paris combien de chauffeurs ou à Londres combien tu as de chauffeurs de taxi? Okay. Alors. Peut-être en Europe, tu as peut-être 100 000. Ouais, ok. Ouais, mais 100 000 sur un continent comme l'Europe, c'est rien. Mais le truc, c'est une technologie nouvelle. C'est exactement. La théorie s'appliquerait avec l'invention de la Ford C'est dur, puis tu me dirais, il faut garder une industrie de la calèche. Il y en a à Marrakech. Mais oui, mais c'est pour les touristes. Tu es d'accord? Quand tu arrives à Marrakech, c'est pas que tu sautes dans une calèche. Tu fais ça si tu veux impressionner tes gosses. Mais le mec, Younes en calèche, tranquille, peut-être tu conduis toi, yo, faut être coché. Tu vois? T'es d'accord? Tu nous enlèves pas les calèches de Marrakech, s'il te plaît, Pascal. C'est la même chose. En fait, il n'y a absolument aucune chance de lutter contre ça. C'est une révolution technologique qui fait que le prix va baisser vertigineusement, d'accord? Et que l'intérêt d'avoir un humain, zéro. Donc, sauf pour des applications très particulières et rares. Donc, ça veut dire que c'est une profession qui, grosso modo, ordre de grandeur, disparaît à terme, on va dire, une décennie. Moi, je pense que ça ira plus vite, mais ok, on va dire, allez, entre 2 et 10 ans. Ouais. D'accord? Mais je ne pense même pas, ça va aller hyper vite. Il suffit qu'il y ait un fonds d'investissement. Il faut quand même des véhicules. Mais il y a un fonds d'investissement qui met 300 millions sur la table, tu as le business des taxis de Paris. Pourquoi on ne le prendrait pas? Viens, on fait ça ensemble. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas le capital qu'il faut, mais des gens qui ont quelques milliards sous le coude, il y en a plein. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, que quelqu'un ne prenne pas ce business. Ou peut-être que c'est Tesla tout seul qui va dire, nous, on va grimper dans la couche de service, etc. De la même manière qu'avec le lancement des satellites. Ils ont un problème d'antitrust, non? Tu ne penses pas, s'ils le font eux-mêmes? Non. Ça passe. Ça passe. Ce que les gens doivent le savoir, c'est parce que regarde ce qu'il a fait avec les fusées. En fait, il fait des fusées moins chères. Trump, il le fait très bien. You know, he does the little rocket. Et donc, voilà. Donc, il fait des fusées moins chères, il peut lancer des tas de satellites. Qu'est-ce qu'il a fait, en fait, avec Starlink? Un opérateur télécom mondial. Ouais. Si toi, tu déménages dans la banlieue genevoise et qu'il n'y a pas de couverture réseau, que tu n'as pas d'Internet, que tu n'as pas la fibre, tu commandes Starlink, c'est 50 francs par mois. Donc, allez, 50 €, ce n'est pas rien, mais quand tu n'as pas d'autres moyens, c'est OK. Et tu as des bandes passantes de l'ordre de
200, 250 mégas. C'est pas la fibre optique, mais c'est pas mal. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Puis maintenant, tu imagines qu'en fait, ce service, il est déployé partout sur Terre. C'est pas mal. Bon, Après, l'Ukraine, ils l'utilisent, hein, en plus, ouais, l'armée et tout. Ouais. ben bien sûr. Et en fait, ça continue à marcher, whatever, parce que les tours avec les antennes cellulaires, c'est Oui. le premier truc que les militaires mettent en bas. Donc, je, je, je veux dire, c'est ce que Musk a déjà fait. En fait, il analyse ça du point de vue du first principle. Il regarde quel est le coût réel, il fait descendre le coût des fusées. Du coup, il lance des satellites et du coup, il vend le service de la communication. Ben, je ne vois pas pourquoi il se priverait. Peut-être tout d'un coup, il dit non, moi j'aime les chauffeurs Uber, mais ça m'étonnerait beaucoup. Et c'est pour ça que je pense qu'ils feront un deal avec Uber. Parce que, en fait, c'est leur intérêt mutuel. Comme ça, ils ne s'enquiquinent pas à fourguer cette application mobile à quelques milliards de gens. Mais peut-être que. Peut-être qu'il peut même tuer Uber. Hein. Voilà. En gros. Potentiellement, s'il y a énormément de concurrence là-dedans et qu'il y va à fond, même Uber elle serait menacée. Ou les racheter. Ouais. D'accord. Donc. J'aimerais avoir ton point de vue là. J'ai fait un petit comparatif entre Tesla, Waymo et puis la Chine. J'avais fait aussi sur Apple, mais Apple, voilà. Faut vraiment qu'on se penche sur leur cas. Apple, ils sont complètement à la masse. Hein. Ils n'arrivent plus à rien, franchement. Ouais, ils sont mal. Ils font pitié. Vraiment. Ils sont mal. Ils ont loupé le virage de l'IA. La voiture, ils ont abandonné après je ne sais pas combien d'années de R&D. Pourtant, ils viennent du hardware, du software. Mais donc, pour revenir sur l'aspect technique, Tesla versus Waymo. Tesla, ils ont abandonné tout ce qui est donc le lidar. Et Waymo, il continue. Est-ce que tu penses que Elon Musk, en étant ce visionnaire et comme tu as dit, avec tout ce qui est spaceship et tout, il a vu quelque chose que Waymo, qui est Google, n'aurait pas vu, quoi. Parce qu'il parle en termes de coûts et il se dit que voilà, l'IA, sinon on arrive en tant qu'humain de le faire qu'avec des images, on n'a pas besoin de capteurs d'infrarouge et que l'IA est capable de le faire, quoi. C'est exactement ça. Alors attends, parce que le lidar, c'est en fait un radar, mais avec une distance moyenne plus faible. Ils ont aussi d'autres capteurs. Mais quand tu fais ça, un peu comme les chauves-souris, si on veut, mais quand tu fais ça, en fait, tout d'un coup, s'il y a du brouillard ou s'il pleut, ça peut te changer le signal. Donc, c'est pas évident. Parce que le signal, il rebondit et revient. Voilà, imagine, tu as des flocons de neige qui tombent. Si en fait, tu envoies une onde et tu regardes tu mesures le temps pour qu'elle revienne vers toi. Ouais. D'accord. Forcément que s'il y a de la pluie, de la neige, diverses pertes, de la poussière peut-être, éventuellement, des petits cailloux qui volent parce que tu es sur une piste, tu vas pas. L'hypothèse de Musk, c'est, comme tu l'as très bien dit, c'est nous, on conduit en fait principalement en regardant. D'accord. La Tesla, elle a un immense avantage, c'est qu'en fait, elle voit devant, de côté, derrière, tout ça en même temps, tandis que nous, on doit faire, je ne sais plus comment ça s'appelle, tu sais, tu regardes devant, tu fais le rétroviseur central, tu sais, les jeunes qui apprennent à conduire, ils font ça très bien. Balayage, je ne sais pas comment ça s'appelle. Balayage, ouais, ils ont un autre terme maintenant, mais ils font ça vraiment comme des pros. Bon, la Tesla, elle va tout le temps regarder autour d'elle à chaque moment. Constamment, elle scanne. Constamment. Et puis, je ne sais pas si c'est le cas dans les Tesla, mais j'imagine que oui, c'est-à-dire que tu peux avoir un spectre lumineux qui est plus grand que celui de l'œil humain. Nous, les infrarouges, on ne les voit pas. Enfin, on voit ce qu'on voit, mais on les appelle d'ailleurs les couleurs visibles. Mais les couleurs visibles pour les humains, ce n'est pas la même chose pour les abeilles ou nos amis les animaux à quatre pattes. Ils ont des spectres de longueur d'onde qui sont différents. Donc nous, on voit c'est entre, je sais plus, entre 350 nanomètres et je sais pas, 700 nanomètres, quelque chose comme ça. C'est l'ordre de grandeur. Je crois que le rouge, c'est 450 ou c'est le vert peut-être. Enfin bref, j'ai plus ça en tête, mais on est dans les ordres de grandeur 500 nanomètres. Mais il est tout à fait possible que dans une Tesla, ils voient le spectre infrarouge et peut-être et aussi peut-être UV. Et du coup, non seulement ils ont un capteur qui est meilleur, mais ils peuvent avoir non pas deux yeux qui regardent uniquement soit devant, soit derrière, de manière partielle en même temps, mais ils vont voir partout autour de la voiture en même temps. Et puis, on peut tout à fait imaginer que ces voitures se causent entre elles.
D'accord? Ouais. Tu auras un protocole M2, donc machine to machine. Donc, la voiture de devant, elle voit un arbre qui galope sur la route, fait rare. Elle informe la voiture de derrière en disant attention, il y a un arbre qui galope sur la route, faut te mettre en éveil. Je vous ai mis cette image comme ça, vous voyez ce que c'est le lidar en fait. Tu vois mon écran? Je vois ton Ouais. écran. Ok. Non, c'est bien. Donc, en fait, on voit. Alors, Mais alors, toi tu es plus team Tesla, Elon Musk ou team ah, Waymo? non, Team Musk, c'est sûr. Mais il ne faut pas le réfléchir. En fait, ça n'a aucune importance. Ça, c'est des trucs d'ego de surdimensionnés de mecs de Californie. Pourquoi? Parce qu'à long terme, c'est Musk qui a raison. Ok. Il est tout à fait possible que dans les 12-24 mois qui viennent, ce soit Waymo qui ait raison. Mais si Musk peut. Waymo, ils font des milliers de courses déjà en chauffeur autonome. Simplement, ils ont un prix de revient qui est plus grand. Et le business model de Tesla, il est différent. C'est les fusées pas chères. On lance des satellites, on fait un telco. Ici, on fait des voitures électriques. On fait en sorte que le robot qui pilote, donc l'IA, le FSD, soit le moins cher possible. Et du coup, on gagne parce qu'en fait, on propose le meilleur rapport qualité-prix. D'accord? Et si tu y vas ceinture et bretelles avec des lidars de tous les côtés, tu Trop augmentes le cher. coût, tu doubles ou tu triples le coût du Ouais, véhicule. c'est ce qu'il disait. D'accord? Et du C'est qu'ils coup, les ont arrachés à la main, hein, les ouais, capteurs. ouais, mais bon, ça c'est le vandalisme. Mais si tu veux, ce que ça signifie, c'est qu'en fait, dans une techno comme ça, il y a le coût du pilote automatique qui est là. Puis avec le temps, ben, ça va descendre. Musk, il a dit, on part direct sur la technologie qui sera juste en termes de prix. Et puis Waymo, ils ont eu une approche différente. Mais en fait, ça n'a aucune importance. C'est un petit peu comme de dire que, je ne sais pas moi, dans C'est les une ordi. importance sur la sécurité. Non, parce qu'ils ne vont pas badiner avec ça, ils vont s'assurer eux-mêmes. Non, c'est simplement dans tous les business, quand il y a une course technologique, tu as sans arrêt des gens qui se tirent la bourre. Dans les ordinateurs, il y a quelques années, tu n'avais que des disques durs, c'est une platine qui tourne, et puis en fait, où il y a, en fait, on mesure le champ magnétique. En fait, c'est une piste en fait qu'on magnétise avec des tas de doigts qui sont comme ça, puis ça tourne à toute vitesse. Puis maintenant, c'est de la SSD en fait. Ce sont des semi-conducteurs qui stockent l'information. Mais au départ, les disques SSD, ils marchaient simplement très mal, ils perdaient de l'information, ils se cassaient tout de suite. Puis un jour, c'est devenu bien plus performant, ce qui te permet d'avoir un iPhone aujourd'hui avec 1 terabyte de données. Ouais. D'accord? Mais 1 terabyte de données, il n'y a pas si longtemps que ça, 20 mégabytes. Donc, je veux dire, c'est la même chose entre chez toi et le boulanger ou chez toi et la Lune. Je veux dire, ça a complètement changé. Donc, en fait, ils se tirent la bourre du point de vue technologique. Mais du point de vue de l'auditeur, en fait, qu'il y ait un lidar ou pas, par exemple, est-ce que les gens savent quel est le matériau utilisé dans les plaquettes de frein pour faire en sorte que ça ne prenne pas feu? Non. Est-ce qu'ils savent quel coating on met sur les cylindres des voitures avec un moteur explosion? Non. Est-ce qu'ils savent comment est-ce qu'on fabrique un écran plat? Pas toujours. Et en fait, on s'en fiche. En fait, il y a des gens, ça s'appelle une industrie, qui s'occupent de le faire. Qu'il y ait un lidar ou pas un lidar, en fait, ça, c'est là. Il faut les laisser faire le truc, si tu veux. Quand tu prends un Panadol parce que tu as mal à la tête, est-ce que tu as la molécule en tête, la manière dont ça a été fabriqué? Ben non, en fait. Tu vois, le pharmacien te donne une tablette ou tu l'as chez toi et tu y vas en confiance. Tu sais, je regardais les compétiteurs, donc parce que évidemment Waymo ils font du bon boulot, et puis tu as Tesla, mais tu as aussi tout ce qui est chinois. Et notamment, tu as Baidu derrière, tu as plusieurs boîtes, BYD j'imagine aussi qui sont Bien là-dedans. sûr. Et tu Bien as sûr. Pony.ai, donc PONY.ai. Et puis eux, ce qui est intéressant, et c'est là où toi tu m'avais mis la puce à l'oreille il y a quelques années en arrière, enfin quelques mois en arrière. Et ils se font passer, ou ils sont labellisés Software Company. Bien sûr. C'est super intéressant, enfin, cette Ouais. approche. Mais ça, c'est uniquement pour les investisseurs parce qu'ils veulent, ils veulent être valorisés à des multiples plus grands. Mais c'est vraiment un problème de data et de software et de développer en fait un modèle qui permet de répondre à ces situations. C'est sûr. C'est Mais ce qu'on a manqué en Europe. On est d'accord, c'est que la partie software, on l'a pas fait.
les voitures, on était bon dedans, mais en fait, on a manqué ça. C'est plus l'élément différenciateur. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, si tu conduis une BMW avec un 6 cylindres en ligne et une boîte manuelle cheveux au vent sur l'autoroute, tu as toute une série de sensations tu sens l'odeur de l'herbe coupée, tu te promènes dans une vigne, tu dis bonjour à une dame magnifique qui passe près de toi. C'est-à-dire c'est une sensation qui est différente. Tu n'es pas uniquement en train de te déplacer. Imagine que tu le fasses à cheval, c'est la version plus. Mais T'aimes trop le cheval, franchement. non, mais je trouve ça fascinant parce que imagine par exemple que tu prennes un cheval pour aller de chez toi à ton bureau. En fait, ça aurait du souffle quand même, tu me l'accordes. Ouais. Hein? Quand même, Younes, à Genève, tout le monde connaît très bien. Ah non, mais c'est le mec qui se déplace à cheval. C'est le fou. Je ne sais même pas si c'est permis. Est-ce que tu as le droit de parcourir Genève ou Paris comme ça à cheval quand tu n'es pas la garde républicaine, tu vois? Je ne suis pas sûr. Est-ce que tu as le droit? On va regarder ça. Moi, je ne suis pas certain. Hein. Mais oui, Pony, comme le poney, quoi. Voilà, ils ont une technologie, il y a les cerisiers en fleurs, et, tu vois, ils le font pour les camions, à l'évidence. Voilà, c'est cuit, quoi. Donc, moi, j'encourage nos auditeurs qui font un complément ou qui ont tous leurs revenus qui viennent de Uber à ne pas paniquer. Pendant les 12-18 mois qui viennent, ils sont OK. Mais maintenant, il faut un plan de remplacement. Il faut bien réfléchir à ce qu'ils aiment faire. Il faut qu'ils se lancent. Ce sont déjà des entrepreneurs puisqu'ils sont chauffeurs Uber. Ils vont trouver quelque chose à faire d'intéressant, hopefully de plus intéressant. Mais il ne faut pas s'accrocher à son bananier quand la branche va casser. Il faut prendre sa perte et se lancer dans quelque chose qui permet de faire vivre sa famille, de payer. Voilà, il faut réinventer le truc ou se spécialiser dans les mariages ou, je ne sais pas moi, un truc à la Las Vegas, limousine, champagne, etc. Trouver une niche. Il faut trouver une niche. Trouver une niche, quoi. Tu as le droit de circuler en cheval. C'est assimilé à un véhicule non motorisé. Donc, voilà. Ça, c'est très bon. Donc, en fait, à tous nos auditeurs, si quelqu'un pouvait faire une petite vidéo de lui ou elle en cheval à travers Paris, ce serait d'un romantisme fou. J'espère que quelqu'un relèvera le gant. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, ça semble complètement anachronique ce qu'on propose. Eh bien, conduire une voiture, ce sera la même chose dans quelques années. Ça semblera fou. Et conduire soi-même. Et du coup, tout le romantisme et la sensation mécanique d'un moteur, Laufkultur, on dit, les Allemands, ils sont à fond, c'est Freude am Fahren, c'est le truc de BMW. Mercedes, c'est The Best on Nothing. Hein? Enfin bref, il y a par exemple un YouTuber que je vous encourage à suivre qui est allemand, mais il fait un certain nombre de YouTube. Il en fait certains en allemand, certains en anglais. Ça s'appelle Autogefühl. C'est le sentiment automobile. Et en fait, il essaye des voitures et il partage ses émotions et il fait une analyse de la qualité du véhicule. C'est souvent une demi-heure, 1 heure. On est dans un truc de dingue. Doug DeMuro, qui est un des plus grands reviewers, un type extraordinaire aux États-Unis, souvent avec ses collègues, ils disent mais quelle voiture idéale tu t'achèterais? Il y a tout un paquet d'émotions. Mais le jour où c'est un robot taxi électrique ou un Uber sans chauffeur qui vient te chercher, and so what? Tu penses quoi alors? Qu'est-ce qui gagne, la Chine ou les États-Unis? Parce que là, tu as Google, Tesla versus la Chine. Les deux, parce que… Alors l'Europe, qu'est-ce qui take over l'Europe? Disons Tesla, Waymo, ça va être les US. Non, mais qu'est-ce qui va prendre le marché européen? Tesla, Waymo? On va se faire dépouiller par l'Amérique et la Chine, c'est sûr. Parce qu'ils ont dit Google et Waymo, ils ne voulaient pas forcément expandre. Après, on ne sait pas si c'est vrai, hein, évidemment. Tu vois? Voilà. On leur fait confiance. Parce que les mecs sont gentils, ils mettent quelques milliards pour développer une techno, puis quand c'est le moment de faire rentrer les sous, ils disent non, non. Ou alors ils nous trouvent tellement… Alors, la seule raison valable pour qu'ils n'essayent pas… Mais ils l'ont dit, hein. Oui. Mais la seule raison valable pour qu'ils n'essayent pas de venir en Europe, c'est qu'ils pensent qu'en fait, il n'y a aucun avenir économique sur ce continent. Ouais, tu nous fais mal là. Parce que non, c'est la vérité. Non, mais… Si tu veux, on peut refaire la discussion. Ce sont qui les grands acteurs tech en Europe? Où sont-ils, etc., etc. Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui fait du véhicule autonome. Voilà,
C'est pas grave, c'est simplement qu'on a décidé d'être nul dans le digital. Alors, on n'a pas d'industrie. Voilà. Ouais. Ouais, c'est dur à dire. Franchement, c'est. Et peut-être trop de régulation aussi. On sait qu'en France. Je sais pas, on a peut-être passé notre acmé, si tu veux. On est dans le grand âge, on n'a plus la force vitale, le surmoi pour en fait oser inventer quelque chose, ne pas réguler avant que les choses arrivent. On est trop dans la dolce vita et la douceur de vivre parce que les paysages sont beaux et puis qu'on pense qu'en fait il faut bailler aux corneilles et que ça va nous amener félicité. Mais je pense que c'est une grave erreur parce qu'en fait, quand un continent est en passe de s'écrouler économiquement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on promeut toute une série de guerres parce qu'on ne sait pas comment faire autrement pour pas que le modèle s'écroule. Et du coup, ben oui, moi je trouve ça tout à fait dommage pour ce continent. C'est très bien pour la Suisse parce que tous les gens blindés vont venir vivre ici et on gérera leurs sous parce qu'ils voudront de la sécurité. Mais je pense que c'est un désastre absolu pour l'Europe. On a complètement loupé le coche du digital, c'est évident. Et bien sûr qu'on va se faire coloniser par les États-Unis et les Chine, on sera au milieu. Regarde ce qui se passe dans les réseaux télécoms. En fait, il y a deux grands acteurs. Tu as Huawei et tu as Cisco, donc un Chinois et un Américain. Et ce sera la même chose ici. Il y aura un certain nombre d'acteurs américains, un certain nombre d'acteurs chinois. Je pense que notre seule chance, c'est d'avoir les deux. Et voilà. Et en fait, toute l'industrie. Comme pour le cloud, tu dis. Oui, pas que pour le cloud. Non, mais comme j'ai dit, comme pour le cloud, quoi. Comme pour le cloud, comme pour ça. Puis si tu n'es pas sur un cloud américain ou un cloud chinois, tu te fais hacker. Voilà. Pour revenir là-dessus, parce que je pense que c'est bien de redonner un peu de contexte. Donc, on était très bon pendant peut-être une centaine d'années dans les véhicules thermiques. OK. On est passé à l'électrique, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'était la partie software des véhicules. On est d'accord. L'électrique, c'est anecdotique, c'est les batteries et tout, et puis c'est pour tout ce qui est climatique. Mais pourquoi c'est si compliqué de développer du software? Là, on l'a vu avec XAI. Donc, Tesla, ils ont réussi à développer une application assez rapidement. Lui, il a lancé le véhicule autonome en 2016. Ça a mis 7 ans, mais enfin 8 ans pour le faire. Mais il a quand même réussi à le faire. Pourquoi nous, quand je dis, ça peut être Renault, ça peut être VV, ça peut être Stellantis, là, tous ces gros groupes qui se sont gavés de milliards, on n'a pas réussi à faire cette partie software. Est-ce qu'on n'y a pas cru? On s'est dit ça va jamais arriver? Ou est-ce que c'est volontaire? Ou est-ce qu'on est trop teubé? C'est quoi ton opinion là-dessus? Non, c'est pas qu'on est teubé. Les meilleurs chercheurs européens, ils sont dans des entreprises américano-chinoises. Donc, c'est pas un problème de teubisme. Est-ce que c'est un mot? S'agit-il d'un mot, le teubisme? C'est du néologisme, on va te l'accorder. Un néologisme, c'est beau, ça. Néologisme, c'est déjà un beau mot en soi. Alors, dans les années, par exemple, à l'école polytechnique de Lausanne, il y a eu le SMACI qui a été inventé. Le SMACI? Le SMACI. Ce truc. Non, mais ne te moque pas, je t'interdis de te moquer. Une histoire de l'informatique en Suisse, donc je ne sais pas s'il faut montrer ça aux auditeurs. Je tiens à dire que moi, j'ai fait j'ai eu comme prof le professeur Nikou, qui est le mec qui a fait ça. Tu sais qu'à parenthèse, tu parlais de l'ordinateur italien, ça a fait pas mal réagir. On avait Olivetti. Olivetti, ouais. Ouais. Attends, apparemment, ils disent qu'il avait. C'est les Américains qui l'ont tué. Ouais, mais on peut pas non plus. J'ai vu ça dans le reportage que j'évoquais. Oui, j'ai lu aussi que c'était peut-être ça, mais je n'en sais rien. Enfin, je ne sais pas. Maintenant, on peut pas non plus dire qu'on loupe tout industriellement dans le digital parce qu'en fait, on nous flingue nos chefs d'entreprise. Je suis pas sûr. Alors, du premier développement au SMACI, donc c'était 65-2000, bulletin d'information. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Si tu peux nous éclairer, c'est quoi le SMACI, c'était l'ancêtre du Mac. Okay. Attends, je vais essayer de… SMACI. Voilà. Ah, ça fait mal, hein? Voilà. Un SMACI. Ok. C'est mignon. Ouais, c'est mignon. C'était… Ben voilà. Elle est drôle, la souris. Ben, c'est celle que Logitech a perfectionnée après. Ah, c'est SMACI qui ont lancé d'abord là. Okay. Ouais, c'est celle-là. Elle avait des touches sur l'avant qu'on tirait vers l'arrière. Enfin bref. Le mec qui a assemblé cette souris, un type absolument formidable, professeur Nico à l'école polytechnique, il fait un ordinateur. Tu le connaissais, toi?
Ouais, je l'ai eu comme prof. Hein. Wow. Mais il était fort, il était intriguant comme homme parce qu'en fait, il te parlait de la physique quantique dans le transistor, puis on passait tout de suite à la manière dont on stocke les informations dans une base de données, puis on redescendait d'un cran. Enfin, il était hyper intéressant, très, très sympa. Et il a mis au point sur l'ordinateur. Mais en fait, c'était un truc de prof d'uni, quoi. Et ça n'a jamais trop passé le stade pré-industriel, on peut dire. Hein, Alors, les étudiants, ils jouaient un peu avec, etc. Mais c'était les débuts du début. Donc, ben voilà, c'est la vie, mais il y a eu des essais. Logitech, c'est quand même un spin-off de ce laboratoire de l'EPFL. Olivetti, c'est un peu le même combat. Hein, il faisait des machines à écrire. Ben, il n'y a même plus de photos, quoi. Waouh, c'est chaud. Voilà. Voilà. M28. Un M28 avec une grosse disquette 5 pouces 1 quart. Voilà, on est sur du beau matos avec un peu de marbre au niveau du clavier. Hein. C'est pas rien. Donc, en fait, voilà, ben ça, c'était l'histoire de l'informatique. Et puis, ben, ce sont les Américains qui ont raflé la mise. Ils ont pris les operating systems, les chips, les ISO, le dernier truc qu'on a en Europe, c'est ASML C'est avant Apple, ça? C'est avant Steve Jobs et Apple? Ouais, Olivetti, c'était plus ou moins au Smaky même et tout? moment, mais il y a un moment où Apple allait très mal. Hein, c'est Microsoft qui les a sauvés. Hmm. D'accord? Donc, les Macs, c'était à peu près au même moment, mais ça, c'était je ne sais pas s'ils avaient leur propre operating system, je ne sais plus, mais bon, peu importe. On était dans cette course à l'industrialisation. On a tout fait, mais l'industrialisation n'est jamais arrivée. D'accord? Et du coup, ben, qu'est-ce que tu veux? Ça s'est reproduit pour les clouds, ça s'est produit pour les systèmes de réseau sans fil, ça s'est reproduit pour tout, en fait. On n'a pas industrialisé parce qu'on était dans ce délire de on va tout exporter en Chine et puis rien faire nous-mêmes. Ben voilà. Après, quand on produit rien, il reste rien. Donc voilà, mais on peut faire une fois un podcast sur l'histoire de l'informatique, c'est assez intéressant, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on n'a pas de player industriel significatif en Europe, c'est ainsi. Il n'y en a pas en Russie non plus d'ailleurs, il n'y en a pas depuis longtemps en Chine. Mais voilà, c'est un J'ai truc qu'on a complètement loupé. j'ai une question pour toi qui revient souvent. Est-ce qu'il faut boycotter Tesla, Waymo et puis Non, pas du les tout. Chinois pour protéger les marques européennes? Mais non, Ça revient souvent, ça. non, 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 non. Ça, et j'ai rien contre eux, je le dis en préambule, mais ça, c'est la stratégie des Amish. Euh, les Amish. Parce que c'est la stratégie Amish. Voilà. Je prends Tu veux dire quoi par là? Hein? Attends, Tu veux dire quoi par là? attends, une petite seconde. J'appelle la régie. Je suis en lien avec Jacqueline à la régie. Si dans l'audience, il y a des Amish, eh ben, Ben non, on n'a rien contre eux. Hein. ben non, C'est parce qu'ils n'écoutent pas YouTube. Non, là, on est tranquille. Mais moi, j'ai jamais rencontré personnellement d'Amish. Mais les Amish, ben voilà, ils ont décidé alors, je ne connais pas les détails, mais ils décident de ne pas vivre avec toute la technologie. Alors, on coud ses habits soi-même. Voilà, voilà. Il y a un très beau film d'ailleurs avec, comment s'appelle l'acteur? Il y a une femme amiche qui se baigne dans une baignoire. C'est d'un érotisme fou. Alors voilà, ils vivent en fait en ayant renoncé à différentes technologies. Non, mais je t'assure, hein, Ah, mon Dieu. on mettra le lien, je mettrai le lien en commentaire parce que c'est un très très beau film. Ben voilà, on est sur un autre délire, quoi. Alors voilà, comme on disait, ben, il y a de la calèche là, ça va te plaire. Hein? Ça, c'est pour toi, mon Comme quoi, il y en Younes. a aux States aussi. Hein. Ouais, 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 ouais. Alors, eux, ils ont décidé que. Alors, ce que je trouve marrant, ce que je ne comprends pas dans la démarche des Amish, c'est que si tu prends le cheval et que tu prends la roue, qui sont deux technologies, d'accord? Tu considères le cheval comme une tech?
Non, mais la roue. Si tu n'as pas la roue, tu ouais, ne peux pas faire une calèche. Ici, le c'est vrai. mort dans les dents, le truc en cuir, c'est une technologie. Le toit sur la tête, c'est une technologie. Les technologies de construction pour faire une ferme, c'est de la techno. Je ne comprends pas en fait où ils ont mis la barrière. Mais on va se renseigner sur l'histoire des Amish. C'est un autre débat. Maintenant, ça, pourquoi je dis que c'est la technologie Amish? C'est parce qu'en fait, tu dis, bah, maintenant, nous, on refuse le progrès technologique. Ouais. Mais là, il faut faire attention parce que est-ce que tu refuses les antibiotiques? Est-ce que tu refuses l'avion? Euh, est-ce que si on te donne une petite pastille enfin, ou une chimio et que ça te sauve la vie, tu dis non, moi je ne crois pas en la nouvelle technologie? Il faut être très très solide pour refuser la technologie. Et ce serait un excellent moyen en fait de sortir du monde, mais peut-être qu'on est trop fatigué collectivement, on a été voilà, je ne sais pas, moi j'ai vraiment pas la réponse, mais je pense que ce serait une erreur, mais de proportion mais biblique. Ok. Donc maintenant, si par exemple, c'est un peu trop tard, mais Luca De Meo, il est parti de Renault. Si maintenant il Mhm. t'appelle, voilà, Pascal, faut que tu viennes nous aider pour faire ce virage digital, la partie software, tu fais quoi? Bon, déjà, j'y vais, hein, Ou ça c'est clair. VV, ou BMW, ou Il n'a même pas besoin Audi. de m'appeler, il peut me faire un petit email, hein. Non, non, mais je ne suis pas sûr que j'irai parce que, C'est regarde, dead. non, c'est pas ça, mais si tu veux, moi, mon truc, c'est plutôt de faire grandir les business. Là, je vois mal comment. En fait, Volkswagen, ils ont, je ne sais pas combien de marques, une dizaine, une quinzaine. Ils ont Bentley, ils ont Seat, ils ont Skoda, et ils ont une quantité de marques. Et je ne vois pas du tout comment ils vont pouvoir s'en sortir, hein. Là, Trop de retard, tu dis? non, c'est qu'ils n'ont pas les bonnes compétences. Si tu veux, tu sais, dans un business, en fait, il y a un certain nombre il y a un vivre ensemble, il y a une culture, il y a des capacités que tu as. Ben, Airbus, pour fabriquer des avions, c'est pas toi et moi demain dans un garage qui allons bouler des composites. Tu es Ouais. d'accord? Hein? Même si on est vraiment des gens optimistes. Bon, donc, du coup, faire tout ça, c'est pas facile. Il y a un vrai savoir-faire, il y a du métier. Et maintenant, en l'occurrence, c'est le patron de Ford disait Making cars is a still moving business. Donc, en fait, faire des voitures, c'est tu mets en forme une tonne d'acier. Voilà. Donc, c'est les hauts fourneaux, c'est le moteur à combustion, c'est le moteur thermique. Ça, c'était le XXe siècle. D'accord? Ouais. Puis maintenant, en fait, c'est du software, principalement. Un commentaire peut-être sur l'informatique en Europe et les voitures autonomes en Europe. Je pense que si on examine de près en fait l'histoire de l'automobile, ce sont les Américains qui ont fait les premières marques d'automobiles à échelle industrielle. Ford qui a inventé la chaîne, qui s'est mis à bien payer les employés pour qu'ils puissent lui acheter des produits. Il y a eu toute une série de marques américaines qui ont eu du mal après parce qu'en fait en Europe on est très très bon pour raffiner en fait les choses. D'accord? On est bon quand il faut faire quelque chose de compliqué. Donc, BMW, Mercedes, ils faisaient d'excellentes voitures, les gaps de porte étaient plus petits, la qualité était meilleure. Et je pense que ce qui nous tue dans le digital, c'est que le digital, c'est un truc d'adaptation constante parce qu'en fait, c'est une technologie qui évolue constamment. Et je pense que l'esprit américain, l'esprit de conquête, la conquête de l'Ouest, l'esprit cow-boy, l'esprit on y va, l'esprit on essaye, on s'adapte, très entrepreneurial, il est beaucoup plus développé aux États-Unis qu'en Europe. En Europe, on est mou comme des coins. Je veux dire, voilà, on aime les choses qu'on connaît. Tu vas vouloir lancer une société, on va te dire oui, bonjour, monsieur Younes, mais avez-vous fait un business plan? Êtes-vous compétent en la matière? Pouvez-vous nous montrer les premiers 1000 clients qui vous ont fait confiance? En fait, tu vois, on est lent. Donc, en fait, on Ouais. est bon dans l'art du raffinement. En Suisse, on fait de la machine-outil, on fait des montres mécaniques, on fait des choses où ça prend des dizaines d'années pour devenir fort. Et dans le digital, si tu veux, il y a 5 ans, en fait, les IA ne t'aidaient pas à programmer. Puis maintenant, en fait, tu n'as plus besoin de savoir coder pour faire du code. Ouais. Donc, ça change, mais à une vitesse dingue. Et je pense que les Européens sont un peu plus mous du genou, ils s'habituent moins vite, ils Et, sont plus dans l'art du perfectionnement. Et ça nous tue et pour la voiture autonome, et pour le passage à l'électrique dans l'automobile, et pour l'informatique et on va dire les technologies de l'information en général.
Et puis pour défendre aussi un petit peu les industriels, tu avais Guillaume Fauré, donc le patron d'Airbus, qui disait qu'en Europe, tu pouvais pas toucher à une ligne de code dans l'IA. Bah oui. Sinon, tu sais Mais ça, pas ce qui est... mais ça c'est nous qui nous sommes tirés dans le pied parce qu'on s'est Exact. dit, oui, alors les Américains innovent, mais nous on régule. Et en fait, on va devenir une espèce de, on est en train de devenir en Europe une périphérie du monde. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tous les grands chercheurs français, la France, ils forment des mathématiciens absolument extraordinaires. Le patron de l'IA chez Meta, c'est un Français, Yann LeCun, extrêmement brillant. Il y en a de partout, des Français en Californie. Je crois que c'était un PhD sur 2 dans l'IA en Allemagne, il part aux États-Unis. Donc, si tu veux, on se fait piquer nos talents parce que je ne sais pas si tu as vu, mais maintenant, il semblerait que Mark Zuckerberg chez Meta, il fait des offres à 100 millions par année pour faire venir des pointures d'OpenAI chez Meta. Ce sont les salaires des footballeurs. Et puis il a pris Alexander Wang avec Scale AI. Ouais. Je sais pas combien de milliards, je crois. Il a Non, mais acheté. Le mec, il a 19 ans. Voilà. Donc, en fait, en Europe, on dit non, nos valeurs, c'est pas le pognon, on va pas vous payer autant. Ben voilà, les meilleurs, ils partent. C'est la vie. C'est comme ça. On va être plus propre que propre. Voilà, on n'est pas dans le game. Si tu en es en train d'en sortir. Et si maintenant, les grands hommes d'affaires, les grands ingénieurs, les gens vraiment très forts, parce qu'ils font vraiment la différence, ils sont autant payés, c'est parce que ça fait la différence. C'est pas, les industriels, ils donnent pas des salaires comme ça juste pour parce qu'ils pensent qu'en fait, ce serait bien de dépenser un peu plus de pognon. Pas du tout. Ils le font parce qu'il y a un intérêt réel. Et je pense qu'en fait, en Europe, on est en train de sortir de l'histoire. Voilà. C'est comme ça. Ça va trop vite pour nous. Ça va trop vite. Et justement, après, tu as Elon Musk qui fait un peu le mariole. Donc, avec tous ses posts, tout ce qu'il a fait avec Trump, et puis malgré ses 18 boîtes, ses conflits avec le président des États-Unis, il arrive quand même à sortir des trucs de malade. Je sais pas si tu as vu la petite. Vas-y, je t'en prie. Je pense qu'il fait ce lancement maintenant aussi pour changer le discours. Il faut quand même que les auditeurs soient conscients, c'est pas lui qui fait. Hein. Ah oui. Il a une équipe de dingue, il fait aussi lui-même, mais si tu veux, il a toute une équipe qui gère son image, etc. Ouais, il a montré la photo d'ailleurs de l'équipe de XA derrière. Ouais. Non, mais son staff personnel, je ne sais pas combien il y a de personnes à plein temps qui travaillent pour lui, mais ça doit être ahurissant en termes de com, protéger sa famille. Et là, clairement, ils sont en train de changer le narratif. On a déjà tous oublié qu'il avait fait Dodge et travaillé pour le gouvernement américain. Dans une année, plus personne ne le sait. Ouais. Je ne sais pas si tu as vu, pour finir là-dessus, la dernière anecdote. Quand tu as fini le ride avec le robot taxi, ça te demande un pourboire, puis après, ça te met just kidding. Mais oui, mais bien sûr, parce qu'il n'y a pas besoin, c'est une chose. Ouais. Et c'est fort comme message. Hein. Ouais, non, parce que non, mais ça veut dire qu'on n'a plus besoin de le pourboire que tu donnais à un humain. Il ne faut pas que les gens le prennent mal. Hein. Nos amis auditeurs qui sont chauffeurs Uber, soit à temps plein parce que c'est leur métier, parce qu'ils sont chauffeurs, soit à temps partiel. Alors, si vous avez, mettons, 62, 63 ans, OK, on tire jusqu'à la retraite. En dessous de ça, on mobilise son énergie, on avale la pilule et soit vous proposez des déplacements en calèche pour les vrais romantiques, mais là, on est dans la niche de la niche. Hein, ça, il n'y a que Younes qui fait ça au Maroc. Il faut être coché. On va faire ça à Genève. Donc, soit vous trouvez une niche, puis vous transportez des diplomates, que sais-je, moi, il faut trouver quelque chose. Les Saoudiens, les Émiratis aussi, l'été. Voilà, bref, donc des gens qui ont des moyens, mais c'est une toute petite niche. Hein. Donc, soit on fait ça, soit on devient très vite malheureux parce qu'on s'accroche à quelque chose qui est en train de disparaître. Et ça ne rend pas très heureux. Maintenant, la bonne nouvelle pour tous ces chauffeurs Uber, c'est que vous avez 2 qualités tout à fait clés pour le monde qui advient, qui est en train d'advenir maintenant. La première, c'est que vous êtes déjà des entrepreneurs parce que vous avez déjà monté un business en vous adaptant. Donc, si vous l'avez fait une fois, oui, quand on le fait une fois, on aimerait bien pas avoir à le refaire tout le temps, mais Younes et moi, on peut vous dire, hein, ça s'appelle un pivot, il faut pivoter, il faut y aller, faut pas. Et il faut commencer maintenant, parce que maintenant, vous avez les moyens de vous refaire, parce que vous aurez toujours un revenu et un travail pendant les quelques mois ou années qui viennent, mais c'est sûr et certain qu'il y a un moment où ça va s'arrêter. Donc, là, maintenant, vous êtes en situation de force, et vous devez profiter de l'avènement de l'IA, ce monde qui est en plein chamboulement, le tsunami de l'IA, pour
pour vous réinventer. C'est maintenant qu'il faut le faire et ne pas attendre comme une espèce de profession de foi qu'en fait, ça ne marche pas. Ça marche déjà en Californie. Sinon, prenez un billet d'avion, allez en Californie, prenez un taxi sans conducteur humain, puis vous verrez. Ça existe déjà, c'est déjà le cas. Donc, il faut abandonner l'idée que ça ne va pas arriver, que les autorités vont vous protéger. C'est simplement pas vrai. Ils ne le peuvent pas. Bah, bon courage à vous. Oui. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher en commentaire. Exactement, lâchez des commentaires. Si vous avez des questions, on y répond, vous aide et tout. Mais moi, je vous dis, le mieux que vous avez à faire, c'est de vous mobiliser maintenant qu'il y a encore un peu de taf parce que vous pouvez payer votre gaz. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Pascal, merci pour ta Ciao, mon ami. Ciao.